Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce deuxième événement Facebook de la liste Saint-Herblain en commun. Donc sont devant vous ce soir moi-même, Jean-François Talliot, tête de liste Saint-Herblain en commun. Françoise Chailleux, colistière sur la liste. Françoise Oex, médecin généraliste à Saint-Herblain, au cabinet médical du Sillon de Bretagne. Françoise est intervenante, mais n'est pas sur la liste de Saint-Herblain en commun. Donc Saint-Herblain en commun, c'est une liste qui regroupe différents talents, des associations politiques Ensemble Saint-Herblain Autrement, Saint-Herblain à gauche toute, des organisations politiques, Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, la France Insoumise, et nous avons aussi un collectif de militants bretons soutenus par l'UDB et des citoyens qui sont en nombre important puisqu'ils forment un peu plus de la moitié de la liste de Saint-Herblain en commun. Cette liste a fait l'objet d'une longue réflexion avant de se lancer dans la bataille des municipales depuis le début de l'année 2019, et c'est après un processus sur les valeurs, les enjeux et les objectifs qu'il y a eu une décision démocratique d'un large panel de militants engagés dans la cité pour dire, au premier tour des élections municipales, il y a l'envie d'avoir un programme autonome à présenter aux électeurs de Saint-Herblain. À l'issue du premier tour, le 15 mars dernier, qui a crédité la liste d'un peu plus de 30% des voix, 30,3% des voix, il a été décidé de discuter avec l'autre liste de gauche pour voir s'il y avait possibilité d'un accord pour le second tour. L'autre liste de gauche, emmenée par les socialistes et les communistes, n'a pas voulu discuter, et donc nous sommes aujourd'hui 3 listes à se présenter au suffrage le 28 juin prochain, dont une liste écologiste et citoyenne qui sommes devant vous ce soir, la liste Saint-Herblain en commun. Sur la soirée qui s'ouvre, nous allons aborder les questions de santé et d'action sociale. Ça nous semblait important d'aborder cette question-là après les événements du Covid qui ont ébranlé et on peut dire traumatisé l'ensemble de la France et les Herblinois et les Herblinoises y compris. Et ça nous a semblé important de nous poser la question première de la citoyenneté vis-à-vis de la santé. On pense que la citoyenneté s'acquiert parce que l'on est en bonne santé et que la citoyenneté s'autorise à discuter des choix de santé qui sont faits sur un territoire, et c'est de tout cela dont on va parler ce soir. C'est pour ça aussi qu'on allie les questions d'action sociale et les questions de santé, au sens que l'action sociale sur une commune, c'est tout ce qui prend soin des habitants, et ce prendre soin, il est une première étape sur le chemin de la santé. La santé, je le disais, est quelque chose d'important pour nous, sur un vaste territoire, puisque Saint-Herblain, c'est près de 48 000 habitants, et nous allons pouvoir détailler avec vous l'offre qui est existante et celle que nous voudrions voir augmenter, et Françoise y reviendra dans quelques instants. Saint-Herblain, sur les enjeux, c'est un centre hospitalier universitaire avec une antenne nord qui est promis à un déménagement sur le centre de Nantes pour rejoindre un équipement centralisé. À cette occasion, il est important de dire le positionnement de la liste qui est sur la remise à plat de ce dossier, sur la pertinence du positionnement eu égard aux difficultés et aux questions qui sont venues ces longs derniers mois sur la montée des eaux notamment. Et puis, il y a eu un incontournable pour nous, c'est l'importance des moyens matériels et humains pour faire fonctionner un hôpital. Et quand on nous promet une diminution du nombre de lits sur le nouvel hôpital du centre, on est tout simplement en désaccord. Sur Saint-Herblain, avant de voir le détail avec Françoise, il y a un point que l'on met en débat, nous, avec la liste Saint-Herblain en commun, c'est un pôle d'urgence pour l'ouest de l'agglo, qui pour nous a toute sa place à Saint-Herblain. Aujourd'hui, Saint-Herblain n'en est pas doté, et c'est un manque. Et on pense qu'autour du site de la polyclinique, il y a
un endroit pour justement poser cette urgence, ce centre d'urgence pour l'ouest de l'agglomération, dans une discussion bien sûr avec l'agence régionale de santé, puisque ce n'est pas la mairie qui décide seule de l'implantation d'un pôle d'urgence, mais sachez que nous, notre position, elle est de discuter cette implantation parce qu'elle est indispensable pour les habitants. Donc je vous l'ai dit, on y vient. Françoise, si tu peux, s'il te plaît, nous donner l'offre de santé qu'il y a sur Saint-Herblain, tant en matière de prévention qu'en soins. Je t'en remercie. Ok, donc voilà, donc je vais tenter de faire un catalogue peut-être qui ne sera pas exhaustif, hein, mais enfin, qui sera non exhaustif, alors, de l'offre de santé à Saint-Herblain. Alors, ce qu'il existe au niveau des soins de premier recours, c'est-à-dire les soins, ce qu'on appelait dans le temps les soins primaires, donc il y a d'abord les médecins généralistes qui sont soit en cabinet de groupe ou seuls, ça dépend. Ils ont un statut libéral, sur Saint-Herblain, il y en a à peu près 40 à 50. Il y a les infirmières qui sont certaines en centre de soins associatifs. Elles ont un statut salarié. Il y a un centre de soins aussi en Bretagne, à Bellevue et au Bourg. Et puis, il y a les infirmières libérales hein, dans tous les quartiers. Et puis aussi tout le panel des pharmaciens, des dentistes, des kinés, des psychos. Voilà, on ne fait pas le détail de toutes ces professions. Ensuite, pour les soins de deuxième recours, c'est-à-dire il y a tous les spécialistes que je ne vais pas non plus énumérer. Alors, le souci actuellement à Saint-Herblain, il y a certains cabinets qui refusent des nouveaux patients, ce qui entraîne des rallongements des délais pour les rendez-vous pour les autres médecins qui sont en exercice, eux, et qui continuent à prendre des patients. Et de plus, les urgences sont saturées. Alors, pour améliorer cette situation, après le Covid, l'important, c'est de réorganiser la continuité des soins pour permettre l'égal accès aux soins et à la prévention pour tous. Ce qui est important, c'est ça, c'est l'égal accès aux soins pour tous, y compris la prévention. Alors, comment ? En favorisant et en soutenant d'autres modes de distribution des soins, tels que les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors ensuite, les structures hospitalières. Donc il y a 3 structures hospitalières sur Saint-Herblain. L'hôpital public, l'AENEC, l'hôpital Nord, où là, il y a des services de médecine spécialisée, il y a de la chirurgie, de la réanimation, des soins intensifs, services de radiologie et labo. Il y a aussi l'ICO, qui est l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est un hôpital privé, mais à but sans lucratif, qui participe par contre au service public. Il y a aussi la polyclinique qui, par contre, elle est privée. Bon, il y a les services de maternité, gynéco, ophtalmo, tous les spécialistes, et puis de la radiologie. Alors, pour les urgences, il y a 3 offres à Saint-Herblain. Il y a le CAPS, c'est-à-dire c'est le centre d'accueil pour la permanence des soins, ce qui se trouve sur le site du CHU Nord. Alors, pour y avoir accès, il faut d'abord passer par le 15. Et en fonction des symptômes, le 15 nous envoie soit vers le CAP, soit vers il nous envoie le SAMU ou il nous envoie SOS Médecins. Voilà. Alors, le CAPS, il est ouvert tous les jours de 20h à minuit et le dimanche et les jours fériés de 9h à minuit. Alors, il y a aussi à la polyclinique 2 services d'urgence qui sont l'urgence de la main et l'urgence de la traumatologie. Par contre, l'accueil est essentiellement de jour. On ne peut pas être accueilli la nuit. Il y a aussi la médecine aiguë gériatrique à l'hôpital Nord, 30 lits. Et pour être accueilli dans ce service, ce n'est pas obligatoire de passer par l'urgence de l'Hôtel-Dieu. Par contre, il faut être orienté par un médecin traitant. Alors c'est pareil, là, pour améliorer et réfléchir, comme tu l'as dit par rapport à une implantation d'un service d'urgence, ça pourrait être effectivement, enfin c'est obligatoire un service d'urgence à partir d'une structure hospitalière où il y a de la radiologie, il y a des examens de labo possibles. Alors effectivement, la polyclinique pourrait éventuellement se lancer là-dedans, puisqu'il y a déjà à Confluent, donc au Sud-Loire, un service d'urgence aussi, ça pourrait se faire éventuellement à la polyclinique. Bon, après, là, il faut vraiment des discussions, bâtir des projets et les présenter à l'ARS. Voilà. Alors, une petite parenthèse, il faut faire attention aussi parce que quand même, les cliniques, c'est quand même des pompes à fric, c'est-à-dire qu'actuellement, à la polyclinique, une grande majorité de médecins sont en secteur 2. Voilà. Alors, la prévention.
Donc, sur Saint-Herblain, la prévention est assurée par les ateliers santé-ville, qui dépendent du service de la solidarité de la ville, qui met en place des actions de prévention en lien avec les professionnels de santé, avec les structures de santé sociales et tous les acteurs associatifs du terrain, pour mener et mettre en place des actions de prévention sur des thèmes comme l'équilibre alimentaire, le diabète, le sommeil, le dépistage du cancer du sein, du côlon, le vieillissement, le bien-être santé mentale, les addictions, etc. Sur les années passées, les actions qui ont eu lieu, c'était surtout sur le sillon de Bretagne, sur Bellevue, et c'est vrai que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces ateliers puissent mettre en place des actions sur tous les quartiers de Saint-Herblain. Alors là, je fais une petite parenthèse par rapport à la prévention. C'est vrai que là, j'ai énuméré des thèmes qui sont un peu classiques, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a jamais abordé la question de la pollution de l'air. Aujourd'hui, il y a 48 000 morts par cancer et maladies pulmonaires dues à la pollution. C'est moins que le tabac, puisque le tabac c'est 73 000, mais c'est plus que l'alcool, puisque l'alcool c'est 41 000. Voilà. Et les accidents de la route, 3 300. Donc c'est vrai, moi je souligne vraiment la prévention par rapport aux problèmes liés à la pollution. Alors au niveau des personnes âgées, les soins donc, auprès des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, c'est vrai que c'est très important puisque 25% de la population herblinoise a plus de 60 ans, alors qu'en France c'est 20%. Donc on est vraiment à Saint-Herblain une population vieillissante. Ce qui est important, c'est d'anticiper les besoins et de multiplier les offres en fonction du degré d'autonomie ou de dépendance des personnes, de leur situation sociale, de leur isolement, s'ils ont des aidants ou pas. Voilà, ça c'est très très important de multiplier les offres. Alors, ce qu'il y a à Saint-Herblain, il y a le CLIC, qui est le centre d'accueil, d'information et d'orientation pour les personnes âgées qui dépendent de la mairie, un service municipal. Il y a 2 EHPAD médicalisés qui sont des maisons de retraite associatives, là. Un foyer logement Noël qui accueille des personnes âgées aussi, mais qui n'est pas médicalisé et qui est un centre mutualiste. Il y a un domicile collectif non médicalisé aussi de 15 résidents, qui est aussi mutualiste. Il y a une résidence privée, personnes âgées, qui vient de se monter près du sillon de Bretagne. Il y a aussi le service de portage départ, téléalarme, etc., qui sont municipales. Et il y a le SIAD de 78 places, qui est municipal. Alors, donc le SIAD, c'est alors, le service de soins infirmiers à domicile aux personnes âgées, qui est donc un service qui accompagne les personnes âgées en perte d'autonomie pour une aide à la toilette, aide au coucher, au lever, à la mobilisation, à la prise de médicaments. C'est des services qui sont gratuits, entre guillemets, parce qu'ils sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Non, par toutes les caisses de sécurité sociale, d'assurance maladie plutôt. Voilà. Actuellement, il y a 68 places à Saint-Herblain. 78 places à Saint-Herblain, merci Jean-François. Par contre, il y a 291 personnes sur liste d'attente. Et 328 jours d'attente en moyenne. Ça veut dire qu'une personne qui veut rentrer dans le SIAD, qui veut être pris en charge, eh bien, il est obligé d'attendre plus d'un an. Alors, qu'est-ce qu'il fait en attendant? C'est forcément les aidants qui sont obligés de s'occuper de lui. Voilà, et puis là encore, il faut renforcer ce service. Et là, la commune peut tout à fait faire pression auprès de l'ARS et en fonction des besoins sur sa commune, notamment par rapport au vieillissement. Il y a aussi un autre service qui est l'accueil de jour au Noël. Au Noël, c'est donc le foyer logement 12 places pour l'accueil de jour pour des patients qui sont qui ont des problèmes cognitifs, les Alzheimer, les Parkinsoniens. Et là, c'est pareil, il y a 12 places, il y a 120 personnes prises en charge, parce qu'en fait, ils y vont soit une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou à la demi-journée. Par contre, il y a 39 personnes sur liste d'attente. Donc c'est pareil, il faudrait renforcer ce service. Alors, ce que je voudrais dire aussi par rapport au SIAD, c'est dire que c'est vrai, ce sont des prix de journée, les augmentations de lits sont accordées par l'ARS, donc la commune peut faire des demandes auprès de l'ARS, mais la commune peut aussi, de par son budget, payer des lits supplémentaires. Alors après, c'est une question de choix par rapport à la commune. Voilà, je finis.
Très bien, merci. D'ores et déjà, en point technique, ceux et celles qui nous écoutent peuvent envoyer leurs questions auxquelles on va répondre dans quelques minutes. Et ce que je voulais juste rajouter pour éclairer par rapport à ce que vient de nous dire Françoise, et merci, c'est que les chiffres communiqués sont des chiffres nationaux et non pas des chiffres sur les décès notamment liés à la pollution, hein, et non pas des chiffres pour Saint-Herblain. Ah oui, nationaux, oui. Juste pour que les gens ne prennent pas peur. Tout à fait. C'est national, voilà. C'est les chiffres santé publique, national. Et puis, 2017. Complètement. Donc voilà, et donc nous allons donner la parole à Françoise Oex. Auparavant, juste pour bien enfoncer sur le moment dans lequel on est, qu'un temps post-Covid où le déconfinement est terminé, mais vous le savez qu'on est toujours dans ce qu'on appelle l'urgence sociale, donc qui va durer jusqu'au 10 juillet, mais tout ce moment-là nous a donné des enseignements, c'est-à-dire qu'on a écouté les citoyens, on a écouté les professionnels, et c'est de là qu'est sortie notamment cette question sur centre de santé, maison de santé, deux endroits pour compléter l'offre sur Saint-Herblain et qui permet à Françoise Oex, et merci encore d'être là, à la fois d'expliquer le parti pris de l'endroit où vous travaillez, qui travaille plus que sur une offre, une demande individualisée, mais avec une dimension territoriale, et du coup ensuite quelques explications sur centre de santé, maison de santé, pour éclairer les auditeurs. À vous. D'accord. Donc, moi, je travaille au cabinet médical du Sillon de Bretagne. C'est un cabinet médical avec 4 médecins libéraux, donc classiques, sauf qu'on est installé, enfin bon, les médecins ont changé au fil du temps, mais on est installé avec un parti pris particulier, c'est-à-dire qu'on accueille tout le monde avec un accueil sans rendez-vous. Enfin, dans ces périodes-là, c'est pas tout à fait sans rendez-vous, mais en consultation rapide dans la journée, des personnes précaires, en difficulté sociale, des gens qui ne parlent pas français, des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, avec des addictions. Et puis on travaille donc en pluridisciplinarité avec les travailleurs sociaux du quartier, avec la PMI, avec les infirmières à côté, les kinés, pour essayer de bien prendre en charge nos patients. Donc tout ça, ça demande un temps supplémentaire. Donc ça, on l'a toujours fait, mais ça correspond en fait à la façon de travailler des maisons de santé pluridisciplinaires ou bien au centre de santé. Et donc, en fait, les centres de santé, la différence entre les centres de santé et les maisons de santé, c'est le financement. C'est-à-dire, un centre de santé, les médecins sont salariés, les patients sont pris en charge complètement avec un tiers payant total. Il y a de la prévention obligatoire, donc après qu'il est décidé avec toute l'équipe. Et en général, il n'y a pas que des médecins, il y a des infirmières, des kinés. Voilà. Donc, et puis donc les maisons de santé pluriprofessionnelles sont plus, ça ressemble plus à l'activité de tous les médecins libéraux qui travaillent sur le territoire. Sauf qu'on peut avoir, grâce à l'ARS, un financement en plus pour la coordination entre l'équipe et avec les autres professionnels. Et donc, ce financement-là oblige aussi les médecins à accueillir des nouveaux patients, à les accueillir en urgence, à prendre en charge tous les patients qui se présentent. Donc c'est quand même un avantage. Et donc moi, je suis très intéressée aussi par la possibilité d'avoir des médiateurs en santé, donc ça qui serait aussi financé par l'ARS et qui permet d'accueillir les patients en difficulté et de les accompagner de leur expliquer ce que c'est que le système de santé, de les accompagner vers les médecins de second recours, vers les assistants sociaux, vers le centre socio-culturel s'ils ont besoin d'activités, enfin voilà. Parce que la santé, c'est un tout, c'est pas que la médecine. Voilà en gros les deux axes. Donc si c'était possible, bon.
Tout à fait, et merci. Pour éclairer les auditeurs, il y a aujourd'hui une maison de santé qui est prévue sur ce qu'on appelle le Grand Bellevue dans le cadre de la politique de la ville et qui donc concernera une partie des habitants de Saint-Herblain qu'on appelle Bellevue communément, le Bellevue Saint-Herblain. Et dans la proposition de la liste Saint-Herblain en commun pour soit deux maisons de santé ou deux centres de santé, c'est qu'il y en ait un au nord de la commune et un au sud, de telle manière qu'on complète l'offre qui existe et qu'il y ait le moins possible de trous dans la raquette et que les usagers et les habitants les plus éloignés de la facilité du soin puissent aussi avoir accès aux premiers soins, aux actes de prévention à travers cette offre complétée suite à l'élection du 28 juin. Et la dernière chose, puisqu'on a parlé de médiation, c'est que pour ceux qui ont en tête notre programme et nos propositions, il est prévu d'avoir 20 médiateurs qui auront la priorité de leur intervention sur une prévention liée aux incivilités et à la sécurité, mais qui auront un travail en lien avec l'ensemble des professionnels et dont les professionnels de santé, et qui pourront faire autant de liens entre les habitants et l'offre telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera consolidée demain. Donc les premières questions des internautes arrivent, nous allons pouvoir en prendre connaissance et y répondre le mieux possible. La première, comment font les nouveaux habitants si les médecins généralistes ne prennent plus de patients? Donc, je ne sais pas. Nous accueillons des nouveaux patients, mais des nouveaux patients, bien sûr, qui habitent dans notre quartier, parce que c'est quand même difficile de... en plus, les gens ne sont pas très intéressés, en habitant le bourg de Saint-Herblain, de venir jusqu'au Sillon. Je pense quand même qu'il y a quand même des nouveaux... Ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a certains cabinets qui refusent des nouveaux patients. Bon, alors je ne sais pas le nombre sur Saint-Herblain. Le problème qui va se poser, c'est que justement les autres, ça va réencombrer les autres médecins qui vont accepter. D'où l'augmentation des délais de rendez-vous. Voilà, c'est ça le problème. Et d'où l'importance d'une maison de santé, d'avoir des maisons de santé ou centres de santé. Parce que là, on est dans un déficit de l'offre, c'est clair, sur notamment la médecine générale. Donc voilà la réponse à cette première question. Est-ce que on retourne vers le standard pour avoir une deuxième question? Il y avait une question sur quelle est l'offre de prévention dans les écoles. Et donc, effectivement, aujourd'hui, à travers un peu les ateliers santé et le lien entre l'éducation nationale et la ville, il y a des premiers gestes et des premières actions qui sont menées avec les enfants sur c'est quoi le petit déjeuner, comment manger équilibré le midi avec de la pédagogie qui se fait pour ceux qui restent manger à la cantine. Mais cette action-là, que ce soit avec une maison de santé qui peut se trouver à côté d'une école ou avec une extension de l'action des ateliers santé-ville, on peut tout à fait penser que ça va permettre à nos jeunes d'avoir plus de bonnes pratiques et de bons réflexes sur leur alimentation, parce qu'on sait bien que les tentations des boissons gazeuses et autres objets sucrés est très convoité par les jeunes, donc il faut qu'on éduque à une autre manière de s'alimenter. La question suivante, pour parler prévention, avez-vous des actions prévues concernant la maltraitance? Laquelle maltraitance? Personnes âgées et maltraitance personnes âgées? Donc on va partir du principe que c'est l'ensemble des maltraitances, dans la famille, conjugale. Voilà, dans la famille, dans le couple, avec les personnes âgées. Mais on peut commencer en disant que peut-être la première maltraitance, c'est que l'habitant ne sache pas où s'adresser quand il a un souci de santé. Et donc, ça... À ma connaissance, voilà, j'ai pas de... Actuellement, il n'y a pas d'action prévue par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la construire, cette action-là. C'est bien que les actions soient construites à partir des personnes, des usagers qui habitent
Voilà, chaque quartier. Des besoins. Ce qu'on peut dire également, c'est que nous, notre option, c'est à la fois d'avoir une offre sur Saint-Herblain et d'avoir une logique d'agglomération. Donc, sur Nantes, il existe des lieux qui accueillent notamment les femmes en situation de maltraitance, même quelquefois accompagnées d'enfants. Et il faut qu'on réfléchisse à l'extension de ce service à l'agglomération avec la participation et la contribution de Saint-Herblain si nécessaire, plutôt que chacun se dote d'une manière un peu éparpillée de l'intercommunalité. De même que, ça nous permet de préciser cela aussi, sur Nantes existent 2 maisons ou centres de santé actuellement. Il est prévu d'en avoir un par quartier dans le prochain mandat, et on a commencé à discuter avec nos interlocuteurs nantais, mais aussi reuséens, pour qu'on travaille à une fédération de cette offre-là, de telle manière qu'il y ait des échanges possibles entre professionnels et que cette offre plurielle soit connue de l'ensemble des habitants du territoire de l'agglomération et que chacun ne se débrouille pas dans sa commune. Donc, la question suivante, donc là, les questions sont en train d'arriver. On en avait... Je compléterai, excuse-moi, par rapport donc, aux maisons de santé. Donc, il y en a une à Champnay, il y en a une à Nantes-Nord, le Chêne et le Roseau, à Bellevue bientôt. Hein. Il y en a 2 à Rezé, Pont-Rousseau et Château de Rezé. Saint-Nazaire, il y en a 3. Il y a Pagnol, La Fontaine, Trignac, Pin-Ouest, Clisson, Le Bignon, Blain, La Chapelle-des-Marais et Angers. Donc c'est vrai qu'on voit, et il y en a à peu près 105 sur la région. Pontchâteau aussi. Très bien. Il y a les maisons de santé. Il y a une question qui vient en disant à Nantes, il y a une élue écologiste qui aujourd'hui est chargée de la santé environnementale. Est-ce que cette santé environnementale peut être abordée à l'échelle de l'agglomération? Je pense que oui. Oui, bien sûr. Au contraire, ça nous permet de donner une information sur une mesure qui a été réfléchie par Saint-Herblain en commun entre les 2 tours. C'est qu'on aura dans le prochain mandat, si les électeurs nous font confiance, une ou un adjoint spécifique à la santé qui aura 1 ou 2 conseillers municipaux subdélégués, et un d'entre eux sera chargé justement de la santé environnementale et pourra être en lien avec ses homologues de l'agglomération, parce que la pollution n'a pas de frontières et on ne peut pas parler d'une pollution nantaise qui serait différente d'une pollution herbinoise. Toutes les pollutions survolent l'agglomération, et ça nous permet de dire que dans les politiques publiques, il y a aussi des connexions que font facilement les écologistes entre la santé et par exemple les modes de déplacement. Plus je vois les vélos qui encombrent le local derrière la caméra, signe de bonne santé pour les écologistes, mais c'est sûr que quand on dit le vélo c'est bon pour la ville, c'est également bon pour la santé, parce que ça fait de l'exercice et qu'on sait que en matière de prévention, plus les citoyens font de l'exercice quotidiennement, donc ça peut être du vélo, ça peut être de la marche à pied, ça peut être de la gym form, tout est bon à partir du moment où on se maintient en bonne santé, et le vélo est d'autant plus important que plus on se déplace en vélo, moins on se déplace en voiture, et qu'une partie de la pollution urbaine vient justement de la voiture. D'où également le complément d'une proposition des écologistes sur une offre de transport collectif plus importante, de telle manière qu'il y ait une intermodalité qui soit proposée et qui diminue la pollution urbaine. Sur l'alimentation, je crois qu'il y avait aussi une question sur est-ce que la ville peut quelque chose contre la malbouffe? Oui. Au niveau des écoles. Au niveau des écoles. Des maisons de retraite. Oui.
Et puis des citoyens. Citoyens et sans doute aussi les cantines scolaires. Puisque Atelier santé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les ateliers santé ont un rôle justement contre cette malbouffe en termes d'information? Si, tout à fait. Ils peuvent justement organiser des actions justement et de sensibilisation pour expliquer justement qu'il faut manger sain, qu'il faut manger les choses de proximité, mais il y a déjà eu beaucoup de choses à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation. Des petits déjeuners, des goûters avec les enfants. Une de nos propositions pour les ateliers santé, c'est qu'ils soient encore plus en lien avec la population, même si beaucoup de choses sont faites déjà, et notamment les centres socioculturels. Aujourd'hui, ça ne fonctionne sans doute pas aussi bien que ça pourrait l'être, parce que peut-être le partenariat n'est pas assez explicite entre les centres socioculturels et les ateliers santé. Et je pense que ça, en début de mandat, il faut l'éclaircir sur la complicité à avoir dans l'offre entre les uns et les autres, parce que plus le citoyen qui habite à côté d'un centre socioculturel sait jusqu'où intervient le centre socioculturel, à partir de quand intervient l'atelier santé, plus il a des réponses à ces questions. Oui. Alors les ateliers santé-ville, pour repréciser, pour répondre à la question avec un point d'interrogation, c'est vrai que ce sont des ateliers qui dépendent du service solidarité, qui font partie des contrats-villes, c'est-à-dire que les financements viennent des contrats-villes. Et justement, pour rebondir ce que tu dis, quand il y a une action de mise en place par les ateliers santé-ville, c'est avec les centres socioculturels, ça c'est automatique. Mais bien sûr, ça ne se fait pour l'instant que sur le sillon de Bretagne. Voilà. Complètement. Merci. Peut-on imaginer le Biclou jusqu'à Saint-Herblain avec des stations? Alors, en fait, c'est une question intéressante et qui est une question technique en même temps. Parce que le Biclou, aujourd'hui, existe en centre-ville élargi. Et il y a une première raison à cela, c'est que ceux qui font du vélo et qui ont une petite notion de la topographie dans les mollets savent que quand on quitte le centre-ville de Nantes et qu'on vient sur Saint-Herblain, ça monte. D'où la proposition des écologistes pour avoir une offre combinée qui soit cohérente, c'est qu'il y ait des stations qui existent sur chacune des communes, et notamment les communes importantes. Saint-Herblain pourrait avoir un dispositif qu'on appelle Biclou ou autrement, qui puisse servir depuis le bourg de Saint-Herblain en passant par la zone industrielle, la zone commerciale, tout ce qui a une topographie qui ne rebute pas le cycliste moyen qui, dès que ça monte, si en plus ça monte et que ça mouille un petit peu, alors là, on les a perdus. Donc, l'idée d'avoir un Biclou généralisé avec une même offre sur l'ensemble de l'agglo est peut-être pas la meilleure solution. Il faut qu'on combine ça avec les différentes topographies de l'agglomération pour que ce ne soit pas dissuasif et que néanmoins il y ait une offre augmentée sur Saint-Herblain, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Une question qui est liée à ça et que je vois poser aussi, c'est comment faire en sorte que les enfants puissent davantage devenir des usagers du vélo. Et là, on peut retrouver des actions qui pourraient être greffées sur un atelier santé-ville, qui interviendraient davantage dans les écoles et qui pourraient faire des initiations au vélo. D'abord la pratique du vélo, mais ensuite avec des petits groupes de collégiens ou de l'école primaire de Saint-Herblain pour être confrontés aux autres modes de déplacement. Parce que ce qui fait souvent souci, c'est la sécurité et le sentiment que sur un vélo, on va être en insécurité. Donc il faut que l'on puisse avoir la connaissance des pistes cyclables existant sur la commune, qu'on discute la difficulté des connexions quand elles sont pas optimum. Et pour cela, ce que font les écologistes depuis longtemps, c'est un travail avec des associations comme Place au vélo, qui peut faire un travail de prospection sur la ville pour voir ce qui est bloquant pour l'usager
en plus qui débute ou qui a besoin d'être sécurisé sur le passage des ronds-points, sur le passage d'une voie primaire à une voie secondaire, sur la connaissance des chemins sur lesquels on peut aller en vélo. Bref, tout ça, de même qu'on a des cartes qui existent pour les piétons, il commence à y avoir des cartes pour les cyclistes, mais qui doivent être lues et connues par les jeunes publics ou les publics cyclistes débutants, de telle manière que ce soit facilitant. Donc ça, c'était pour le vélo. Sans doute que, puisqu'on dit quelques mots sur le vélo, plus il y aura aussi des appuis vélos sécurisés grâce à l'action de Laurent Noblet et de, plus récemment, Marc Denis, des élus écologistes sur la ville, on a eu une augmentation de l'offre de sécurisation des appuis vélos, mais vu le nombre qui augmente de cyclistes, il faut qu'on ait aussi une augmentation de ces appuis vélos pour que les citoyens puissent continuer à les utiliser et à ne pas être rebutés sur le vélo. Donc la question suivante, lien avec les associations qui pratiquent le vélo à Saint-Herblain. Donc on l'a dit en partie avec l'association Place au vélo. Ce qu'on pourrait instituer dans le mandat qui va démarrer, ça peut être un engagement, c'est qu'il y ait des rendez-vous réguliers pour que Place au vélo puisse pas, non simplement, comme on le disait tout à l'heure, venir expliquer par où peuvent passer les vélos pour que leur trajet ne soit pas trop mêlé à la voiture, mais soit distinct. Mais ce qui manque également sur la ville, c'est sans doute des entretiens réguliers des vélos, parce qu'un certain nombre de cyclistes, soit parce qu'ils ont un problème de chaîne, un pneu qui crève, j'en passe et des meilleurs, laissent du coup leur vélo au garage et reprennent leur mode de déplacement favori, voiture ou transport collectif, alors que si on avait, au-delà de Decathlon, mais Decathlon peut faire partie de l'offre, une offre plus importante de la réparation vélo, alors sans doute que ce serait moins dissuasif pour la pratique du vélo et surtout la pratique régulière, parce que quand on pratique le vélo et qu'on arrête plusieurs mois, pour redémarrer ensuite, c'est toute une démarche et donc il faut que l'on soit vigilant pour ça, pour qu'il n'y ait pas de discontinuité. Donc quid de la marche à pied, le sport pour la santé en général, on a déjà dit 2 mots, mais sur les différents publics notamment. Je sais qu'il y a des ateliers. Oui, alors oui, par rapport aux ateliers santé-ville, oui, quand il y a une action mise en place par rapport justement à l'équilibre alimentaire ou à la prévention de certains cancers, c'est toujours associé avec la marche à pied, c'est-à-dire avec une action de marche à pied, c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours qui est fait et... Non, pour regarder la caméra, c'est l'invitation. Il y a tout un parcours qui est fait, qui est proposé aux personnes qui viennent participer aux ateliers. Voilà. Donc c'est vrai que la marche à pied, c'est quelque chose de très important. Et justement, dans beaucoup de centres socioculturels, maintenant, il y a des groupes de marche. Absolument. Dans les centres socioculturels, il y a aussi l'office des Herbinois des retraités qui a aussi des actions de ce type-là. On peut revenir peut-être aux actions de prévention que vous abordiez tout à l'heure, Françoise Ouex, sur... vous avez prononcé ce mot-là. Or, nous, le Kidam Lambda, et je suis sûr un certain nombre d'internautes, quand on parle de pôle médicalisé, donc, où des médecins accueillent des patients, ce n'est pas le mot prévention qui vient en tête. Est-ce que vous pouvez développer comment, dans votre quotidien, vous et vos collègues, il y a une attention au moins à cette dimension de la prévention? Il y a une attention, mais il n'y a pas toujours, d'abord il n'y a pas de financement et puis il n'y a pas toujours le temps de s'en occuper malheureusement. Donc ça serait, c'est pour ça que les financements dans les maisons de santé nous permettraient de faire autre chose, en particulier d'éducation thérapeutique pour les patients qui ont des maladies chroniques comme le diabète, comme des problèmes cardiaques. Parce que donc ces patients-là, ils ont beaucoup besoin d'être accompagnés au niveau alimentaire et au niveau
activité physique aussi. Donc c'est ce qui manque et c'est ce qu'on aimerait bien leur proposer dans nos cabinets médicaux. Ça serait l'idéal. Aujourd'hui, en complément des ateliers santé, vous n'avez pas des missions confiées de temps en temps par la ville sur tel public ou tel autre? Non. Non. Et on pourrait imaginer cela? On pourrait imaginer ça, oui. Alors, je vais faire une parenthèse. Dans le temps, Oui, des années, autrefois. on avait monté une commission santé, donc à partir Ouais. du cabinet médical, à partir du centre socio-culturel, avec les travailleurs sociaux Et les usagers du et les quartier. usagers du quartier, associatifs, et pas que associatifs. Et on avait un financement par la DAS à cette époque-là, c'était pas l'ARS, c'était la DAS. Et on avait réalisé plusieurs outils, dont l'équilibre alimentaire. On avait fait un montage avec les habitants, avec eux, et on allait dans les appartements passer les montages. Moi, j'ai dû le passer une 52 fois si en Bretagne. Et c'est vrai qu'après, on repassait pour voir s'ils avaient eu des changements de comportement. Et c'est vrai que c'était impressionnant de voir que les gens, ils essayaient de changer leurs habitudes alimentaires, et notamment par rapport au goûter des enfants. Plutôt que de donner des chocos plein de sucre, et bien, ils étaient passés à la tartine de pain avec du beurre. Voilà. Donc c'était pour dire que dans le temps, mais on avait un financement. Mais c'est aussi bien de partir de ce qu'ont envie les gens et de leur alimentation en général, quoi. Très bien, merci. La médecine scolaire a-t-elle des liens avec les médecins dits de ville? Donc les médecins généralistes. Oui. Donc là, peut-être un complément par rapport à votre propos? De temps en temps, quand il y a des problèmes dans les écoles, on peut être en lien avec le médecin scolaire. Donc bien sûr, il y a le problème du secret médical, mais ça permet des fois de faire avancer les choses quand il y a des difficultés à l'école. Donc oui, on est en lien. Mais il n'y a pas beaucoup de médecins scolaires, et donc c'est compliqué pour eux. Alors ça, on a raison de le dire, puisque y compris en collège, il y a eu une diminution soit d'intervention de médecins ou d'infirmières scolaires. Ça prend beaucoup de moyens. Et donc du coup, ça, en voie de conséquence, engorge forcément l'offre qui reste à disposition, puisqu'il n'y a plus ce travail préventif qui peut être fait dans les établissements. Ah oui. Ils ne font pas de prévention, ils n'ont pas le temps. Oui, c'est ça, ils font juste du curatif, s'occuper des élèves les plus en difficulté, alors qu'autrefois, on avait, sur l'alimentation notamment, la possibilité de plus travailler cet angle-là. Et quand on voit les pratiques des collégiens, notamment sur l'alimentation, on peut se dire que ce ne serait pas inutile, loin s'en faut. Les ados. La question suivante, côté action sociale, qu'en est-il de la création des terrains d'insertion pour les Roms? Alors, on a la chance, puisque Françoise n'a pas dévoilé cette étiquette jusque-là. Françoise est présidente de l'ASAMLA, donc je la laisse expliquer. Je ne suis plus présidente de l'ASAMLA. Membre. Je suis membre du conseil d'administration. Le problème, ce qu'est l'ASAMLA? L'association Santé Migrants de Loire-Atlantique, c'est une association qui existe depuis 30 ans, plus de 30 ans, qui met à disposition des interprètes dans plusieurs langues pour favoriser la communication au niveau de l'hôpital, au niveau des écoles, au niveau des centres médico-sociaux, PMI, travailleurs sociaux. Voilà. Et les interprètes sont salariés. Alors, pour les Roms, donc en fait, c'est vrai qu'il y a eu un dispositif qui s'appelait la MOUS, c'était je ne sais plus d'ailleurs ce que ça veut dire. Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, qui avait été validée il y a à peu près 2 ans ou 3 ans par Nantes Métropole. Et donc, il devait y avoir des terrains, notamment à Saint-Herblain, 2 terrains qui se mettent en place pour accueillir une 30aine de familles chaque terrain, de façon plus sanitaire, plus hygiénique, avec des mobil-homes, avec des toilettes, des douches, etc. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Bon, voilà. Donc, Saint-Herblain est très en retard, alors qu'il y a d'autres communes qui l'ont fait, notamment Rezé, Sainte-Luce. Voilà. Voilà où on en est. Alors, c'est vrai que Saint-Herblain, c'est un gros problème, parce qu'il y a quand même 9 terrains, il y a à peu près 600 Roms, et c'est vrai que ça pose des gros problèmes au niveau des riverains, et on peut comprendre. Et puis, ça pose des gros problèmes aussi pour eux, au niveau notamment de l'éducation. C'est des enfants qui vont pas à l'école, puisqu'en fait, comme ils sont tout le temps expulsés, eh bien, ils sont inscrits dans une école, ils vont y aller, puis après, ils sont expulsés, 3 mois après, pof, ils vont plus à l'école. Voilà. Donc, c'est de la graine de délinquance, et c'est vrai que c'est dramatique. Voilà. Moi, je ne peux pas en dire plus, parce que c'est vrai que nous, on est très déçus par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Herblain, puisqu'il n'y a pas eu de mise en place de terrain, voilà.
pour les accueillir de façon plus correcte et plus humaine. Alors en même temps, il y en a qui disent ben oui, mais ça va être un appel d'air. Mais non, c'est pas vrai, parce que quand c'est bien organisé sur une commune, eh bien, voilà, c'est interdit après de se mettre ailleurs, et bien il n'y en a pas d'autres qui viennent. Ça nous renvoie à quelle volonté politique il y a pour chacun des points. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Il nous reste à vous dire plusieurs choses tout de même. Un, de préciser, pour que vous partiez bien avec, des propositions de la liste Saint-Herblain en commun sur la santé. Donc, la création de 2 maisons ou centres de santé, une au nord, une au sud. La création, parallèlement à cela, d'un poste d'adjoint à la santé spécifiquement, avec sans doute 1 ou 2 conseillers subdélégués qui seront auprès de l'adjoint chargés de toutes les santé, depuis la prévention jusqu'aux soins, bien sûr en lien avec les professionnels et les structures compétentes. Et puis, vous avez entendu aussi la spécificité sur les médiateurs, qui sont principalement sur la prévention de la délinquance, mais qui seront aussi sur les incivilités et le lien entre les habitants et les différents dispositifs de santé. Donc ça, c'était pour que vous ayez bien en tête nos positions spécifiques post-Covid. Et d'ici la fin de la campagne, qui se termine le 27, avec l'élection le 28, vous avez compris, il faut voter Saint-Herblain en commun. Nous avons des rendez-vous importants. Nous avons dès vendredi un meeting en ligne avec Jean-François Caron, qui est le maire de Los-Angeles et qui viendra nous parler de son expérience de la participation citoyenne, une participation citoyenne qui est riche, dont on va s'inspirer, et vous aurez des explications et des propositions précises dès vendredi. Et mercredi prochain, sur un autre événement Facebook comme ce soir, qui sera le dernier de ce genre avant l'élection, sur le thème de la sécurité et de la prévention, avec notamment une intervenante de renom, Sabrina Sebaï, qui est adjointe à la sécurité et à la prévention à Ivry, et qui nous fait l'honneur de participer à cette rencontre. Merci d'avoir participé, merci pour vos questions, très bonne soirée, et on se retrouve très bientôt sur notre site, de visu ou en ligne. Bonsoir à vous. Bonsoir.